Ma mère m'a poursuivi pour le testament de 6,8 millions de dollars de grand-mère. Une vidéo secrète l'a obligée à tout abandonner. Je suis Mila, j'ai 29 ans. 18 mois. C'est le temps que ma mère a passé à me traîner devant les tribunaux, tentant de prouver que ma grand-mère était sénile lorsqu'elle a rédigé son testament. 18 mois durant lesquels elle m'a traité de chercheuse d'or, de serpent, et de petite fille ingrate, qui aurait manipulé une vieille femme sans défense. Mais ma mère ignorait quelque chose. Grand-mère se préparait à ce jour, depuis très, très longtemps. Et quand nous avons trouvé la pièce cachée à l'intérieur du manoir, une pièce qui avait été scellée pendant 40 ans, tout a changé. Avant de continuer, si vous trouvez que cette histoire mérite d'être entendue, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment nous suivre. Oh, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez la vidéo et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière, le jour où ma grand-mère a été admise à l'hôpital pour la dernière fois. L'appel est arrivé à 6h47 du matin, un mardi. Mademoiselle Marshall, ici l'hôpital Hartford General. Votre grand-mère, Margaret Marshall, a été admise. Insuffisance cardiaque congestive. Moins de 3 heures plus tard, j'étais dans un avion en provenance de Portland. Pendant tout le vol, mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Grand-mère Margaret avait 84 ans, mais, pour moi, elle avait toujours semblé invincible. C'était la femme qui m'avait appris à planter des roses, celle qui m'avait serré dans ses bras, quand je pleurais jusqu'à m'endormir à l'âge de 7 ans, la nuit où ma mère est partie. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ma mère était déjà là. Karen Marshall, 54 ans, mèche blonde, écharpe Hermès drapée avec soin, se tenait dans le couloir en train de parler à un médecin. Elle ne m'a pas calculé. Pas un regard, pas un signe de tête. Je me suis approché lentement. Maman, comment va-t-elle? Karen s'est enfin tournée, et ses yeux m'ont balayé, comme si j'étais une tache sur le papier peint. Oh, tu es venu. Sa voix était glaciale. Je pensais que tu étais trop occupé par ta petite carrière pour te déranger. C'est ma grand-mère. C'est ma mère. Karen s'est détournée vers le médecin, m'ignorant complètement. Comme je le disais, docteur, j'aurais besoin des copies de tous ces dossiers médicaux. J'ai réessayé, puis-je la voir? Karen s'est adressée à l'infirmière, sans même me regarder. Seule la famille proche est autorisée à entrer pour le moment. La patiente a besoin de repos. L'infirmière a jeté un regard confus entre nous deux. Madame, n'est-ce pas? Elle n'est pas de la famille proche. Le sourire de Karen était tranchant comme une lame. Pas vraiment. Les mots ont frappé comme une gifle. 22 ans à avoir été élevé par grand-mère Margaret, et je n'étais pas vraiment de la famille. Je suis resté planté là, dans ce couloir stérile, à regarder ma mère disparaître dans la chambre de ma grand-mère. La porte s'est refermée derrière elle, avec un petit clic, et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis des années. Pour Karen Marshall, je n'avais jamais été sa fille. Je n'étais qu'un inconvénient qu'elle avait laissé derrière elle. J'ai attendu que Karen parte déjeuner. Dès que je l'ai vue disparaître dans l'ascenseur, je me suis glissé dans la chambre de grand-mère. Les moniteurs émettaient des bips réguliers. Des tubes et des fils reliaient son corps frêle à des machines qui semblaient trop bruyantes, trop agressives pour une personne si douce. Mais quand ses yeux se sont entr'ouverts et ont croisé les miens, ils se sont illuminés, comme un soleil matinal. Ma chérie. Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle était chaleureuse. Tu es venue. J'ai pris sa main. Sa peau ressemblait à du papier de soie, mais sa prise était étonnamment ferme. Bien sûr que je suis venu, grand-mère. Ne. Elle s'est interrompue pour reprendre son souffle. Ne crois rien de ce que Karen te dira sur moi. Je suis plus lucide qu'elle ne le pense. J'ai serré sa main. Je sais. Les yeux de Margaret ont dérivé vers la fenêtre. La chambre. La chambre de William. Tu te souviens, Mila? Si jamais tu as besoin de réponses. William, mon grand-père, décédé avant ma naissance. J'avais entendu des histoires sur son bureau, mais je n'avais jamais vu de pièces séparées dans le manoir. Grand-mère, je ne comprends pas. La porte s'est ouverte brusquement. Karen se tenait sur le seuil, une tasse de café en carton à la main, les yeux fixés sur nos doigts entrelacés. Qu'est-ce que tu fais ici?
Sa voix portait ce ton familier d'accusation. Je rends visite à ma grand-mère. Karen s'est tournée vers l'infirmière, qui l'avait suivie. Vous voyez ça? C'est exactement ce qui m'inquiétait. Elle m'a désigné du doigt. Elle essaie toujours d'isoler ma mère de la famille. C'est un cas d'école de manipulation de personnes âgées. L'expression de l'infirmière a changé. Elle m'a regardé différemment désormais, avec suspicion. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, mais grand-mère Margaret a serré ma main. Un avertissement. Reste calme. Je m'en allais justement, ai-je dit doucement. En passant devant Karen, elle a murmuré quelque chose que moi seul pouvais entendre, j'ai tout enregistré, Mila. Absolument tout. Les mots n'avaient aucun sens pour moi à ce moment-là, mais ils finiraient par en avoir. 3 jours plus tard, grand-mère Margaret s'est éteinte dans son sommeil. Je lui tenais la main quand c'est arrivé. Les moniteurs sont devenus plats à 3h22 du matin. Les infirmières se sont précipitées, mais je le savais déjà. Sa prise s'était relâchée. La lumière derrière ses yeux s'était éteinte. Karen est arrivée 2 heures plus tard. 2 heures. Elle a fait irruption dans la chambre, vêtue d'une tenue de deuil complète. Robe noire, lunettes de soleil sombre posées sur la tête, elle s'est effondrée dramatiquement au pied du lit. Maman. Oh, maman. Je suis tellement désolée de ne pas avoir été là. Elle sanglotait bruyamment, agrippant les draps. J'aurais dû être ici. J'aurais dû. La performance était parfaite. Les infirmières échangeaient des regards compatissants. Un jeune brancardier lui a apporté des mouchoirs. Je n'ai rien dit. Qui avait-il à dire? Une semaine plus tard, nous nous sommes réunis au cabinet d'avocat de Harold Jennings, pour la lecture du testament. Boiserie sombre, fauteuil en cuir, l'odeur des vieux livrets de l'argent plus vieux encore. Autour de la table de conférence siégeaient Karen et son mari, Richard Cole, un ancien courtier immobilier aux yeux fuyants et à la poignée de main molle. Tante Patricia, la sœur cadette de Karen, se tenait raide dans un coin. Quelques cousins éloignés, que je reconnaissais à peine, occupaient les autres sièges. Harold Jennings avait 72 ans, les cheveux argentés et le calme d'un homme qui avait vu défiler tous les drames familiaux possibles. Il était l'avocat de grand-mère Margaret depuis 30 ans. Il s'est raclé la gorge et a commencé la lecture. Moi, Margaret Eleanor Marshall, étant saine d'esprit et de corps, lègue par la présente. La pièce était silencieuse. Karen se penchait en avant, pleine d'attente. Ma résidence située au 847 West Haven Drive, évaluée à 6,8 millions de dollars, ainsi que tout son contenu. À ma petite fille, Mila Ann Marshall. Le silence a volé en éclats. La tasse de café de Karen a frappé le sol. À ma fille, Karen Patricia Marshall Cole, je laisse la somme de $1. Karen a explosé, comme un volcan endormi depuis des décennies. Non. Elle a frappé la table d'acajou de ses 2 paumes. C'est une fraude. Harold est resté impassible. Madame Cole, je vous en prie. Ne me dites pas Madame Cole. Karen a tourbillonné vers moi, le doigt pointé. Toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as murmuré à l'oreille, pendant qu'elle était droguée et mourante? J'ai gardé une voix calme, je n'ai rien fait du tout. Menteuse. Des postillons s'échappaient de ses lèvres. Richard a essayé de la rasseoir, mais elle l'a repoussé violemment. Ma mère avait de la démence. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Harold a repris calmement, Madame Marshall a été évaluée par son médecin. Elle était saine d'esprit quand. Karen a ri, d'un son sec et hideux. Quel médecin? Quelqu'un qu'elle a payé. Elle m'a de nouveau montré du doigt. Ou quelqu'un que cette petite chercheuse d'or a soudoyé. Tante Patricia s'est agitée, mal à l'aise, mais n'a rien dit. Les cousins éloignés échangeaient des regards ébahis. Karen s'est tournée vers l'assemblée, les bras grands ouverts, jouant devant son public. Ma mère m'aimait. Elle ne m'aurait jamais rayé de son testament. Cette fille, sa voix dégoulinée de venin, a manipulé une vieille femme sénile. C'est un abus de faiblesse. C'est de la coercition. Le testament est juridiquement valide, a dit Harold. Signé devant 2 témoins, notarié et déposé correctement. Karen a redressé son buste, se recomposant avec un effort visible. Quand elle a repris la parole,
sa voix était devenue froide et calculatrice. Nous laisserons les tribunaux en décider, n'est-ce pas? Elle a ramassé son sac. Je conteste ce testament. Je le ferai déclarer invalide. Et quand j'aurai fini, tout le monde saura exactement quel genre de personne ma petite fille est réellement. Elle s'est arrêtée à la porte, jetant un dernier regard vers moi, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. On se voit au tribunal, ma jolie. La porte a claqué derrière elle. Après l'explosion, la salle de conférence s'est vidée rapidement. Richard s'est empressé de suivre Karen, sans un regard en arrière. Les cousins éloignés ont marmonné des excuses et ont fui. Seule tante Patricia est restée. Elle s'est approchée de moi avec hésitation, se tordant les mains. Mila, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, tante Patricia. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte, comme si elle craignait que Karen ne revienne en trombe. Karen est ma sœur. Je dois me tenir à ses côtés. Tu comprends, n'est-ce pas? J'avais parfaitement compris. Le sang avant la vérité, les apparences avant la réalité, la devise de la famille Marshall. Bien sûr, ai-je répondu doucement. Patricia est partie sans un mot de plus. Harold a commencé à rassembler ses dossiers. Mademoiselle Marshall, je veux que vous sachiez que ce sera un combat difficile. Karen a des ressources. Elle va faire traîner les choses. Je sais, mais le testament est solide. Votre grand-mère s'en est assurée. Il a marqué une pause, m'observant. Elle vous aimait énormément. Ce soir-là, je me suis rendu seul au manoir. Mon manoir désormais, techniquement, même si je ne m'y sentais pas chez moi. J'avais l'impression que le fantôme de grand-mère Margaret hantait encore les couloirs. Je me suis assise dans sa chambre, entourée de photographies. L'une d'elles a attiré mon attention. Moi à 7 ans, sanglotant dans les bras de grand-mère, le jour où Karen est partie. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Le texte disait, Mademoiselle Marshall, je suis détective privé. J'ai été engagé par Karen Marshall pour enquêter sur vous. Je pensais que vous devriez le savoir. Mon estomac s'est noué. Un autre message a suivi, elle cherche n'importe quoi pour vous détruire. J'ai fixé l'écran. Qui était-ce? Pourquoi me prévenir? Avant que je puisse répondre, un troisième message est apparu, surveillez vos arrières. Elle est plus désespérée que vous ne le pensez. Je suis resté assise dans l'obscurité de la chambre de ma grand-mère, serrant mon téléphone. Quelque part dehors, Karen aiguisait déjà ses couteaux, et j'étais complètement, désespérément seul. 2 semaines plus tard, l'assignation est arrivée. Le coursier m'a remis une épaisse enveloppe Kraft sur le perron du manoir. À l'intérieur, une plainte formelle déposée devant la Cour supérieure du Connecticut. Numéro de dossier, 2024 CV 1847. Karen Patricia Marshall call contre Mila Ann Marshall. Les allégations se lisaient comme un roman d'horreur, où j'étais le monstre. Influence indue sur une personne âgée mentalement incapable. Isolement systématique de Margaret Marshall de sa famille biologique. Exploitation financière d'un adulte vulnérable. Obtention de documents testamentaires par fraude et coercition. Karen affirmait que grand-mère avait la maladie d'Alzheimer. Elle disait que je lui avais lavé le cerveau, que j'avais falsifié sa signature, que j'étais, par essence, une criminelle. J'ai appelé Harold immédiatement. Je l'ai vu, a-t-il dit. Sa voix était calme, mais grave. Ce sera une longue bataille, mademoiselle Marshall. 18 mois minimum. Peut-elle gagner? Pas si la vérité compte, mais la vérité et les salles d'audience ne s'alignent pas toujours. Il a fait une pause. Karen a engagé Victoria Smith, de Hartford. Elle est chère, et très agressive. Je me suis effondré dans le fauteuil préféré de grand-mère. Pourquoi fait-elle ça? Ça ne peut pas être juste pour l'argent. Harold est resté silencieux un moment. Mademoiselle Marshall, votre grand-mère et moi avons discuté de beaucoup de choses au fil des ans. Elle avait ses raisons pour ce testament, et elle savait que Karen réagirait exactement de cette façon. Alors pourquoi ne pas avoir simplement expliqué? Laisser une lettre? Elle a laissé quelque chose, a dit Harold prudemment. Mais elle voulait que vous le trouviez vous-même, quand vous seriez prête. Trouver quoi? Encore un silence.
vous souvenez-vous du bureau de votre grand-père? Mon cœur a manqué un battement. Grand-mère l'avait mentionné à l'hôpital, mais il n'y a pas de bureau dans cette maison. Il y en a un, a dit Harold. Vous ne l'avez juste pas encore trouvé. Cherchez dans la bibliothèque. 3e étagère. Un livre intitulé First Principle. La ligne a coupé. Karen n'a pas attendu que les tribunaux agissent. Elle a lancé sa propre offensive. Au bout du 3e mois, les rumeurs s'étaient propagées dans tous les country clubs et galas de charité du comté de Hartford. Je n'étais plus seulement une petite fille contestant un testament, j'étais une prédatrice, une manipulatrice, un monstre qui avait isolé une vieille femme sans défense, pour lui voler sa fortune. J'ai appris l'existence de cette campagne de dénigrement à mes dépens. L'email de mon cabinet d'architecte est arrivé un mardi matin. Chère Mila, nous avons reçu des informations préoccupantes d'une source anonyme, concernant votre conduite personnelle. Dans l'attente d'une enquête, nous vous plaçons en congé administratif. J'ai appelé ma superviseuse immédiatement. Janet, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était tendue. Quelqu'un a appelé les RH, en disant que tu avais des problèmes psychologiques, que tu étais impliqué dans une fraude financière. Ils ont mentionné le procès. C'est ma mère. Elle ment? Mila, je te crois, mais les associés sont nerveux à l'idée que les clients la prennent. Elle a marqué un temps. Je suis désolé, j'ai les mains liées. Le congé administratif s'est transformé en licenciement. 2 semaines plus tard, j'ai postulé dans 3 autres cabinets d'architecture paysagère. Tous les 3 m'ont rejeté. Par un ancien collègue, j'ai appris pourquoi. Quelqu'un appelait à l'avance, pour empoisonner le terrain. Elle disait que tu avais des antécédents de manipulation envers des clients âgés, m'a murmuré mon collègue. Elle avait l'air si inquiète, si sincère. Karen ne cherchait pas seulement à gagner le procès. Elle essayait de m'effacer. Ce soir-là, je me suis retrouvé seul dans la cuisine du manoir, en train de manger des céréales, parce que j'avais oublié de faire les courses. Le silence pesait comme un poids physique. La voix de ma grand-mère résonnait dans ma mémoire, j'ai tout enregistré, Mila. Que avait-elle enregistré? Que essayait-elle de me dire? J'ai regardé vers la bibliothèque. La 3e étagère. Un livre intitulé First Principle. Demain, ai-je décidé, demain je saurai. Au 6e mois, Karen a demandé une rencontre pour discuter d'un accord, selon son avocat. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre, au centre-ville de Hartford. Karen est arrivée vêtue d'une tenue de deuil de créateur, Chanel noire, boucle d'oreilles en perles, l'esthétique de la fille affligée poussée à la perfection. Richard était assis à côté d'elle, comme un chien de salon bien dressé. J'étais assise face à eux, seule. Karen a croisé les mains sur la table. Ma chérie, je ne veux pas de cette laideur, pas plus que toi. Alors, abandonne les poursuites. Je ne peux pas faire ça. Son sourire était compatissant, bien répété. Mais je peux t'offrir un arrangement. On partage à 50-50e. Tu récupères la moitié de la valeur du manoir, je récupère l'autre moitié. Tout le monde repart heureux. Le testament était clair. Le testament a été écrit par une vieille femme confuse. Le masque de Karen a glissé, juste une seconde. Quelque chose de hideux a brillé dans ses yeux. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais qu'elle passait des tests régulièrement. Son esprit était vif jusqu'à la fin. Les tests peuvent être falsifiés. Les médecins peuvent être payés. Karen s'est penchée en avant. Veux-tu vraiment traîner ça devant les tribunaux? Sais-tu ce que je vais faire à ta réputation? Tu as déjà essayé. Essuyer? Elle a ri doucement. Ma chérie, je n'ai même pas encore commencé. Richard s'est raclé la gorge. Écoute, ça n'a pas besoin d'empirer. Accepte l'offre. Épargne-toi ces ennuis. J'ai regardé cet homme, son front en sueur, ses yeux fuyants. Il avait peur, mais de quoi? Je me suis levé. On se verra au tribunal. La voix de Karen m'a suivi alors que je m'éloignais, tranchante et froide, tu ne sais pas de quoi je suis capable, Mila. Je me suis arrêté à la porte pour me retourner, toi non plus. Je l'ai laissé là, son calme parfait se lézardant légèrement, mais sa menace a résonné dans mon esprit tout le long du chemin du retour.
8e mois. Le procès s'éternisait. Mes économies s'épuisaient. L'isolement se faisait plus profond, mais les mots de Harold me hantaient. Chercher dans la bibliothèque. 3e étagère. J'avais évité d'y aller pendant des mois. Une part de moi avait peur de ce que j'allais trouver. Une autre part n'était pas sûre d'être prête. Ce soir-là, j'ai enfin monté les escaliers vers la bibliothèque du 2e étage. La pièce sentait bon la lavande et le vieux papier. La lumière de la lune filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant des rangées de livres reliés en cuir. J'ai marché vers la 3e étagère, et j'ai passé mes doigts sur les reliures. Histoire, philosophie, poésie. Puis, je l'ai vu. First Principle, un volume usé avec des lettres dorées, coincé entre Marc Aurèle et Sénèque. Je l'ai tiré de l'étagère. Clic. Un bruit mécanique, léger mais distinct. L'étagère entière a frémi, puis, lentement, de façon impossible, elle a pivoté vers l'intérieur. Derrière elle se trouvait une porte. En chêne, ancienne, couverte de 40 ans de poussière. Mon cœur battait la chamade. Les mots de grand-mère à l'hôpital. La chambre de William. Si jamais tu as besoin de réponses. C'était ça. Le bureau caché de mon grand-père William, la pièce qui n'existait officiellement pas. J'ai poussé la porte. L'espace était petit, environ 10 mètres carrés, mais il était chargé d'histoire. Un bureau antique, un fauteuil en cuir craquelé, des classeurs alignés contre un mur, et sur le bureau, posé comme si elle m'attendait, une boîte métallique avec un post-it collé dessus. L'écriture était tremblante mais indéniable. Pour Mila. Quand le moment viendra. Mes mains tremblaient en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvait une clé USB, un petit appareil photo numérique, et une lettre manuscrite scellée dans une enveloppe. J'ai pris la lettre. Mon nom était écrit au recto, de l'écriture soignée de grand-mère. Quoi qu'il y ait dans cette pièce, elle l'avait laissé spécifiquement pour moi. Je n'étais pas seul, après tout. La pièce recelait plus de secrets que je n'aurais pu l'imaginer. Contre le mur du fond, il y avait un vieil écran de télévision, relié à ce qui ressemblait à un système d'enregistrement primitif, du genre du début des années 2000. Des fils serpentaient sur le sol jusqu'à un ordinateur portable plus moderne, manifestement ajouté par la suite. Grand-mère s'était mise à jour. Elle enregistrait depuis des années. J'ai allumé l'ordinateur. Le bureau était organisé avec une précision militaire, avec des dossiers classés par année, 2012, 2013, 2014, jusqu'en 2024. À l'intérieur de chaque dossier, des fichiers vidéo. Des dizaines. 147 vidéos au total, ai-je murmuré en comptant. Mais avant de regarder quoi que ce soit, je devais lire sa lettre. Je me suis installé dans le vieux fauteuil de grand-père William, et j'ai brisé le sceau. Ma très chère Mila, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et Karen a fait exactement ce que j'avais prédit. Elle se bat pour le manoir. Elle me traite de sénile. Elle essaie de te détruire. Je veux que tu saches la vérité. Karen a commencé à m'emprunter de l'argent en 2012. Au début, c'était de petites sommes. 10 000 par-ci, 20 000 par-là. Elle disait que c'était pour des urgences, pour les problèmes d'affaires de Richard, des choses que je ne remettais pas en question parce qu'elle était ma fille. En 2015, j'ai réalisé que j'avais perdu le contrôle. Elle m'a fait signer des papiers alors que je me remettais d'une opération de la hanche, encore embrumé par les analgésiques, une procuration, un accès à mes comptes. Quand j'ai essayé de la révoquer, elle m'a menacé. Elle a dit que si je ne continuais pas à lui donner de l'argent, elle s'assurerait que tu ne viennes plus jamais me voir. Elle te raconterait des mensonges sur moi. J'étais faible. J'avais peur. Alors, je suis restée silencieuse. Mais je n'étais pas stupide. J'ai tout enregistré, Mila. Chaque visite où elle exigeait de l'argent, chaque menace, chaque signature falsifiée. La clé USB contient 147 vidéos. Utilise-les sagement. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Grand-mère. J'ai lu la lettre 3 fois. Chaque fois, les mots coupaient un peu plus profondément. 12 ans. Karen avait vidé les comptes de grand-mère pendant 12 ans, la menaçant, la manipulant, m'utilisant comme une arme. Mes mains tremblaient en branchant la clé USB. Les fichiers se sont chargés.
147 vignettes vidéo, chacune datée et étiquetée. J'ai cliqué sur la première, datée du 15 janvier 2012. La vidéo montrait le salon de grand-mère, ce même salon où j'avais passé mon enfance. Karen était assise en face d'elle, jambes croisées, l'expression plaisante. J'ai juste besoin de 10 000, maman. La voiture de Richard est tombée en panne. C'est la 3e fois cette année, Karen. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Tu peux te le permettre. La vidéo s'est arrêtée. J'ai cliqué sur la suivante. Mars 2012, 15 000 pour des réparations à la maison. Puis, j'ai fait un saut en avant. Vidéo numéro 35, datée du 15 mars 2018. La scène était différente. Grand-mère semblait plus vieille, plus frêle. Le masque aimable de Karen avait disparu. Signe le chèque, mère. Karen, c'est 75 000 $. Je sais ce que c'est. Signe-le. À quoi sert cet argent? Le visage de Karen s'est tordu. Richard a un problème. Un problème de jeu. Si je ne couvre pas ses dettes, certaines personnes seront très mécontentes. Karen, je ne peux pas continuer à. Tu le peux. Karen s'est penchée en avant, les yeux flamboyants. Et tu le feras, à moins que tu ne veuilles que je raconte à Mila ce que tu penses vraiment d'elle. À moins que tu ne veuilles que je m'assure qu'elle ne te rende plus jamais visite. Le visage de grand-mère s'est effondré. S'il te plaît, ne fais pas ça. Signe le chèque. La vidéo s'est terminée sur la main tremblante de grand-mère saisissant le stylo. Je suis resté assise dans l'obscurité du bureau caché de William. Les larmes coulaient sur mon visage. Karen n'avait pas seulement volé de l'argent, elle avait terrorisé une vieille femme, pendant plus d'une décennie. Et maintenant, j'avais des preuves. Absolument toutes les preuves. Maintenant, je sais que c'est ici que les choses commencent à basculer. Mais avant de continuer, je dois vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous de ces vidéos? Les diffuseriez-vous immédiatement ou attendriez-vous le bon moment? Laissez votre réponse dans les commentaires, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur ce bouton, car la suite, vous ne voudrez pas la manquer. Très bien, retour à l'histoire. J'ai passé les 3 jours suivants dans cette pièce cachée à regarder vidéo après vidéo. Le schéma était toujours le même. Karen arrivait en souriant. Elle demandait de l'argent, parfois en exigeant, parfois en culpabilisant, parfois en menaçant, et grand-mère cédait à chaque fois. Vidéo 42, 2019, Karen falsifiant la signature de grand-mère sur un virement bancaire. Elle ne s'en souviendra pas de toute façon, marmonnait-elle à quelqu'un hors champ. Richard, probablement. Vidéo 67, 2021, Karen criant après grand-mère parce qu'elle cachait de l'argent. Je sais que tu en as plus. Où est-il? Vidéo 89, 2022, Karen comptant de l'argent liquide qu'elle avait trouvé dans un tiroir. Vieille femme stupide, a gardé de l'argent comme si c'était la Grande Dépression. J'ai totalisé les montants mentionnés dans toutes les vidéos. Une estimation prudente, plus de 2 millions de $ volés, extorqués, pris à une femme qui avait trop peur et qui aimait trop sa fille pour se défendre. Mais la vidéo la plus dévastatrice était la dernière. Le numéro 147. Daté d'une semaine avant l'entrée de grand-mère à l'hôpital. Elle était assise seule dans cette même pièce, face à la caméra. Ses yeux étaient fatigués mais clairs, plus vifs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Si tu regardes ceci, Karen, cela signifie que tu as fait exactement ce que j'avais prévu. Tu contestes le testament. Tu me traites de sénile. Tu essaies de tout prendre à Mila. Elle a marqué une pause, prenant une respiration tremblante. Je veux que tu saches que je n'ai jamais été sénile. Je passais des tests cognitifs tous les 6 mois. Le docteur Patterson a tous les dossiers. J'étais saine d'esprit jusqu'à la toute fin. Sa voix s'est durcie. J'ai tout laissé à Mila parce qu'elle est la seule qui m'ait jamais aimé sans condition. Et toi, Karen? Elle a secoué la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Tu ne m'as vu que comme un distributeur de billets. La vidéo s'est terminée. J'ai fermé l'ordinateur et je suis resté assise dans le silence. Grand-mère m'avait remis l'épée. Maintenant, je devais décider comment l'utiliser.
Mais il y avait une vidéo de plus que je n'avais pas regardée. Enterré dans un dossier séparé intitulé « À lire en dernier », j'ai trouvé un fichier nommé « Pour Karen ». Quand elle sera dans la pièce. Je l'ai ouvert. Grand-mère est apparue à l'écran, portant son gilet bleu préféré, celui que je lui avais acheté pour Noël il y a des années. Elle regardait directement l'objectif, son expression sereine mais triste. Karen, si Mila diffuse cette vidéo, cela signifie que tu es assise là, probablement dans une salle d'audience ou un bureau d'avocat. Tu as été démasqué. Tu le sais. Et tu essaies de trouver un moyen de t'en sortir par une pirouette. Elle s'est approchée de la caméra. Laisse-moi t'épargner cette peine. Tu ne peux pas. Sa voix restait ferme, mais je voyais ses mains trembler légèrement. J'ai 147 vidéos documentant chaque fois que tu m'as pris de l'argent. Chaque signature falsifiée, chaque menace, chaque mensonge. Mon avocat en a des copies. Mon comptable en a des copies. Les preuves sont accablantes. Elle a fait une pause. Tu pourrais essayer de prétendre que ces vidéos sont truquées ou trafiquées, mais elles couvrent 12 ans, Karen. Elle te montre en train de vieillir. Elle montre la maison qui change. Elle montre des dates et des journaux en arrière-plan. N'importe quel expert médico-légal confirmera qu'elles sont authentiques. Les yeux de grand-mère se sont adoucis, juste un instant. Je ne voulais pas en arriver là. Je t'ai donné chance après chance d'arrêter, d'être meilleur. Tu ne les as jamais saisis. Elle s'est redressée sur sa chaise. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas abandonner cette poursuite. Tu vas laisser Mila tranquille. Et tu vas prier pour qu'elle soit assez clémente pour ne pas porter de plainte au pénal. Ces derniers mots ont été à peine au-dessus d'un murmure, « Adieu, Karen. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as perdu. » L'écran est devenu noir. J'ai sauvegardé cette vidéo séparément. Celle-là était pour la salle d'audience. 12e mois. Karen a intensifié ses efforts. Elle a organisé ce qu'elle appelait un « déjeuner de charité pour la sensibilisation aux abus envers les personnes âgées » au Hartford Country Club. 80 invités, la presse locale. L'ironie aurait été drôle si ce n'était pas si tordu. J'ai appris la nouvelle par un ancien collègue qui répondait encore à mes appels. Mila, elle raconte à tout le monde que tu as isolé ta grand-mère, que tu l'as manipulée pour qu'elle change son testament. Les gens la croient. Je n'y ai pas assisté, mais j'ai tout entendu par ricochet. Karen est montée à la tribune en robe noire, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir en dentelle. Ma mère était une femme merveilleuse, a-t-elle commencé. Mais dans ces dernières années, elle a été victime de quelqu'un en qui elle avait confiance, sa propre petite fille. Des cris étouffés dans l'assistance, des murmures de sympathie. Cette fille, et j'hésite même à l'appeler famille, va couper ma mère de tous ceux qui l'aimaient. Elle lui a murmuré du poison à l'oreille. Elle a convaincu une femme âgée souffrant de démence de tout lui léguer. La voix de Karen s'est brisée, à la perfection. Je ne me bats pas pour l'argent, je ne l'ai jamais fait. Je me bats pour la justice, pour l'héritage de ma mère. L'auditoire a applaudi. Quelqu'un a crié « Nous sommes avec toi, Karen ». Ce soir-là, les messages ont commencé. Mon téléphone s'allumait avec des SMS provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Chercheuse d'or, prédatrice, tu devrais être en prison, ta grand-mère pleure au ciel à cause de toi. Un message s'est démarqué. Il venait du numéro de tante Patricia, je croyais Karen jusqu'à aujourd'hui, mais quelque chose ne colle pas. On peut se parler ? Mon pouce a flotté au-dessus du bouton de réponse. Puis, un autre message est arrivé de ce même numéro inconnu qui m'avait prévenu des mois auparavant, elle est désespérée. Ses dettes sont pires que vous ne le pensez. Le déjeuner était sa dernière chance. Karen manquait de temps, et les gens désespérés font des erreurs. Je n'avais qu'à attendre la sienne. J'ai appelé Harold le lendemain matin. J'ai tout, ai-je dit. 147 vidéos, 12 ans de preuves, des relevés financiers, ses propres mots devant la caméra. Harold est resté silencieux pendant un long moment. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Je veux attendre l'audience de médiation. C'est dans 4 mois. Tu pourrais mettre fin à ça maintenant. Faire fuiter une vidéo. Aller voir la presse. J'ai secoué la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Non, je veux que Karen le voie arriver.
Je veux qu'elle soit là, quand tout s'effondrera. C'est étonnamment stratégique. Grand-mère m'a appris la patience. Harold a gloussé doucement. Elle a bien choisi son héritière. Pendant les 4 mois suivants, j'ai bâti mon dossier. J'ai engagé un expert comptable judiciaire pour retracer chaque transaction que Karen avait effectuée depuis les comptes de grand-mère. Total du vol confirmé, 2,1 millions de dollars sur 12 ans. J'ai obtenu des copies des évaluations cognitives de grand-mère auprès du docteur Patterson, des résultats parfaits tous les 6 mois, depuis une décennie. La femme que Karen qualifiait de sénile avait réussi tous ses tests d'acuité mentale. J'ai catalogué chaque vidéo, recoupé les dates avec les relevés bancaires, et préparé une chronologie que même un étudiant en droit de première année pourrait suivre. Et j'ai attendu. Karen a continué sa campagne publique, multipliant les événements de charité et les interviews larmoyantes dans les journaux locaux. Elle misait tout sur la sympathie du public, convaincue que la pression de l'opinion me forcerait à un accord à l'amiable. Elle ne savait pas que je tenais une bombe nucléaire entre mes mains. L'audience de médiation était prévue pour le 15 mars, 18 mois après le début de la poursuite. Les 2 parties étaient tenues d'y assister. Une dernière tentative de résolution avant le procès. Karen serait là. Richard serait là. Tante Patricia avait accepté de venir en tant que témoin familial. Et j'allais enfin leur montrer à tous ce que grand-mère avait laissé derrière elle. Le 15 mars est arrivé, froid et gris. La médiation se tenait dans une salle de conférence du palais de justice supérieur de Hartford. Terrain neutre, néon blafard, une longue table en chêne qui avait vu 1000 querelles familiales. Je suis arrivé tôt avec Harold. Nous nous sommes installés d'un côté de la table, avec juste un ordinateur portable et un épais dossier de documents. Karen est entrée à 9h pile. Tailleur de créateur noir, bijoux en or, l'image même de la riche victime. Richard la suivait, l'air grisâtre et amaigri. Quelque chose avait changé en lui. Il semblait diminuer, comme un homme portant un poids trop lourd à supporter. Derrière eux venait Victoria Smith, l'avocate de Karen. Un tailleur aiguisé, des yeux plus aiguisés encore. Elle avait bâti sa carrière sur des litiges agressifs et n'avait jamais perdu une dispute successorale. Tante Patricia s'est glissée en dernier, prenant place près du mur du fond. Elle a croisé mon regard et m'a adressé un petit signe de tête incertain. Le juge Morrison, le médiateur nommé par le tribunal, s'est assis en bout de table. 60 ans, les cheveux argentés, avec une réputation de procédure sans fioriture. Cette médiation a pour but de déterminer si un accord peut être conclu dans l'affaire 2024 CV et 1847, a-t-il commencé. Les 2 parties ont l'occasion de présenter leur position avant que nous discutions des termes. Victoria s'est levée en premier. Votre honneur, ma cliente endure 18 mois de tourments émotionnels. Les dernières volontés de sa mère ont été corrompues par une petite fille qui a exploité une femme vulnérable, aux facultés mentales diminuées. Karen a tamponné ses yeux, pile au bon moment. Nous avons l'intention de prouver que Margaret Marshall n'avait pas la capacité testamentaire, que Mila Marshall a exercé une influence indue, et que ce testament doit être déclaré nul et non avenu. Victoria s'est rassise. Le juge Morrison m'a regardé, mademoiselle Marshall, votre réponse? J'ai regardé Harold. Il a hoché la tête. Votre honneur, ai-je dit calmement, nous avons des preuves qui racontent une histoire très différente. Victoria n'avait pas fini, avant que la partie adverse ne présente quoi que ce soit, a-t-elle dit avec assurance, j'aimerais que ma cliente s'adresse directement à la cour. Madame Cole a un témoignage important sur les derniers mois de sa mère. Le juge Morrison a acquiescé, procédé. Karen s'est levée lentement, serrant un mouchoir comme s'il s'agissait d'un accessoire dans une production de Broadway. Elle s'est tournée vers l'assemblée, s'adressant non seulement au juge, mais à tante Patricia, à Richard, et à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Ma mère ne me reconnaissait plus à la fin, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Elle me regardait sans me voir, m'appelait par d'autres noms, oubliait qui j'étais. Elle a tamponné ses yeux. Mais avec Mila, elle était toujours claire, toujours lucide. La voix de Karen est devenue amère. Cela ne semble-t-il pas étrange, que ma mère n'ait eu de clarté que lorsque sa manipulatrice était présente? Patricia s'est agitée, mal à l'aise sur son siège. J'ai remarqué que Richard fixait le sol. J'ai essayé de lui rendre visite, a continué Karen. J'ai essayé d'être là pour elle, mais chaque fois que je venais à la maison,
Mila avait une excuse. Elle se repose. Elle ne se sent pas bien. Peut-être demain. Elle m'a pointé du doigt, la main tremblante. Ma mère est morte en pensant que je l'avais abandonnée, parce que cette femme, cette fille, lui a planté ses pensées dans l'esprit, l'a isolée, et l'a retournée contre sa propre fille. Karen s'est rassise, enfouissant son visage dans son mouchoir. Victoria semblait satisfaite. Votre honneur, nous avons des déclarations sous serment d'amis de Madame Cole confirmant le déclin mental de Madame Marshall. Nous pensons que ce schéma d'isolement constitue un abus de faiblesse envers une personne âgée. Le juge Morrison a pris une note. Mademoiselle Marshall, vous pouvez répondre. Je me suis levé. Ma grand-mère n'était pas sénile, ai-je dit calmement. Elle n'était pas manipulée, et elle n'était pas isolée. J'ai posé ma main sur l'ordinateur portable. Elle documentait tout. La tête de Karen s'est relevée brusquement. Quoi? Harold a connecté l'ordinateur à l'écran de la salle. Le grand moniteur sur le mur s'est allumé. Votre honneur, ai-je dit, ma grand-mère a laissé derrière elle des preuves vidéo. 147 enregistrements couvrant 12 ans. J'aimerais en diffuser un maintenant, la dernière vidéo qu'elle a réalisée, une semaine avant son décès. Victoria s'est à moitié levée, votre honneur, nous n'avons reçu aucune divulgation préalable de cet élément. Les preuves ont été découvertes dans une pièce cachée de la propriété, a répliqué Harold avec fluidité. Ma cliente n'y a eu accès que récemment. Tous les documents seront entièrement divulgués à la partie adverse. Le juge Morrison a réfléchi. Je vais l'autoriser. Diffuser la vidéo. J'ai cliqué sur lecture. Grand-mère Margaret est apparue à l'écran, assise dans le bureau caché de William, portant son gilet bleu, les yeux clairs et concentrés. Karen s'est figée. Si tu regardes ceci, Karen. La voix enregistrée de grand-mère a rempli la pièce. Cela signifie que tu as fait exactement ce que j'avais prévu. Karen a murmuré, non. Tu as contesté le testament. Tu m'as traité de sénile. Tu as essayé de tout prendre à Mila. La pièce était plongée dans un silence de plomb. La main de Patricia couvrait sa bouche. Richard était devenu livide. Mais je n'ai jamais été sénile. Je passais des tests cognitifs tous les 6 mois. Le docteur Patterson a tous les dossiers. J'étais saine d'esprit jusqu'à la toute fin. L'expression de grand-mère s'est durcie à l'écran. J'ai tout enregistré, Karen. Chaque fois que tu as exigé de l'argent, chaque menace, chaque signature falsifiée. 147 vidéos sur 12 ans. Karen s'est levée brusquement, éteignez ça. C'est un faux. La voix du juge Morrison a été tranchante, asseyez-vous, Madame Cole. Les dernières paroles de grand-mère ont retenti malgré les protestations de Karen, tu vas abandonner cette poursuite. Tu vas laisser Mila tranquille. Et tu vas prier pour qu'elle soit assez clémente pour ne pas porter de plainte au pénal. L'écran est devenu noir. Karen restait plantée là, son calme parfait brisé comme du cristal qu'on aurait fait tomber. Votre honneur, a dit Harold, avec votre permission, j'aimerais montrer une vidéo supplémentaire de la collection. Celle-ci est datée du 15 mars 2018. Le juge Morrison a acquiescé. Procédez. L'écran s'est rallumé. Le salon de grand-mère. Karen se penchant vers elle, le visage tordu d'impatience. Signe le chèque, mère. Karen, c'est 75 000 $. Je sais ce que c'est. Signe-le. Toute l'assemblée a regardé Karen, à l'écran, menacer sa propre mère, l'entendre m'invoquer comme une arme, et voir la main de grand-mère trembler en saisissant le stylo. Quand la vidéo s'est terminée, personne n'a bougé. Tante Patricia s'est levée lentement de son siège. Son visage était livide. Karen. Sa voix a craqué. Qu'est-ce que tu as fait? Karen s'est tournée vers sa sœur, Patricia, n'écoute pas ça, c'est sorti de son contexte. Sorti de son contexte? La voix de Patricia a monté. Tu la menaçais. Tu utilisais Mila pour. Richard avait des ennuis. Je n'avais pas le choix. Richard s'est levé brusquement, ne m'implique pas là-dedans. Pas là-dedans? Karen s'est jetée sur lui. C'est ta faute. Tes jeux, tes dettes. Ma faute? La voix de Richard a craqué. Je ne savais pas que tu prenais autant.
2 millions de dollars, Karen. 2 millions. La salle a explosé. Karen criait sur Richard. Richard reculait vers la porte. Victoria essayait de rétablir l'ordre. Patricia pleurait. Le juge Morrison a frappé sur la table. Assez. Le silence est retombé. Il a regardé Karen avec un dégoût à peine dissimulé. Madame Cole, je vous suggère fortement de consulter votre avocate sur vos options. Cette médiation est suspendue pendant 15 minutes. Karen s'est effondrée sur sa chaise. Je suis restée silencieuse pendant tout ce temps, observant, me rappelant chaque mensonge qu'elle avait raconté sur moi, chaque emploi que j'avais perdu, chaque nuit blanche. Grand-mère avait eu raison. La vérité n'avait pas besoin de crier. Elle avait juste besoin d'être entendue. Maintenant, je sais que vous mourrez d'envie de savoir ce que Karen a fait ensuite. Mais avant de vous le dire, je veux avoir votre avis. Pensez-vous que Karen mérite le pardon? Commentez, non, si vous pensez qu'elle doit assumer toutes les conséquences, ou, oui, si vous croyez aux secondes chances. Je lirai chaque réponse. Et assurez-vous d'avoir cliqué sur la cloche de notification, car la fin de cette histoire n'est pas celle à laquelle vous vous attendez. Très bien, terminons ceci. La pause de 15 minutes s'est prolongée jusqu'à 45. À travers les parois vitrées de la salle de conférence, je regardais Victoria et Karen discuter intensément dans le couloir. Les gestes de Victoria étaient vifs, emphatiques. Les épaules de Karen s'affaissaient un peu plus à chaque minute qui passait. Richard était déjà parti. Il n'avait même pas dit au revoir. Harold était assis à côté de moi, calme comme à son habitude. Elle calcule, a-t-il dit doucement. Elle essaie de voir s'il y a un moyen de s'en sortir. Y en a-t-il un? Non, pas avec ses preuves vidéo. Si cela va au procès, elle perdra. Et si le procureur voit ces enregistrements? Il a laissé la phrase en suspens. Exploitation financière d'une personne âgée, accusation criminelle, possible peine de prison. Finalement, Victoria est revenue dans la salle. Karen suivait, paraissant avoir vieilli de 10 ans en moins d'une heure. Victoria s'est raclé la gorge. Votre honneur, après consultation avec ma cliente, nous avons décidé de retirer la plainte. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Le juge Morrison a acquiescé lentement. Que le dossier indique que l'affaire 2024 CV 1847 est volontairement classée par la demanderesse. Il a regardé Karen. Madame Cole, j'ose espérer que vous comprenez les implications de ce qui a été présenté aujourd'hui. Karen n'a rien dit. Elle fixait la table, comme si elle espérait qu'elle l'engloutisse tout entière. Je me suis levé. Pendant 18 mois, j'avais imaginé ce moment, le triomphe, la justification. Mais en regardant Karen, vaincue, humiliée, dépouillée de chaque mensonge qu'elle avait raconté, je ne ressentais pas de triomphe. Je me sentais fatigué et étrangement vide. Madame Cole, ai-je dit doucement. Elle a tressailli mais n'a pas levé les yeux. Je ne vais pas engager de poursuite criminelle. Sa tête s'est relevée brusquement. Les sourcils de Victoria ont grimpé. Non pas parce que vous méritez la clémence, ai-je continué, mais parce que grand-mère ne voulait pas que je devienne quelqu'un qui détruit les gens. Elle voulait que je me protège, pas que je cherche la vengeance. La bouche de Karen s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis détourné et j'ai quitté la pièce. Le couloir du tribunal semblait différent tandis que je le traversais. Les néons semblaient plus doux. Le poids que j'avais porté pendant 18 mois s'envolait de mes épaules, kilo après kilo. Harold m'a rattrapé à l'ascenseur. C'était généreux de ta part, a-t-il dit. Plus qu'elle ne le méritait. Ce n'était pas pour elle. C'était pour moi. Il a hoché la tête lentement. Ta grand-mère serait fière. Tante Patricia est apparue au coin d'un couloir. Ses yeux étaient rougis, son maquillage étalé. Elle s'est approchée avec hésitation, comme si elle craignait que je m'enfuie. Mila. Tante Patricia. Je suis tellement désolé. Sa voix a craqué. Pendant toutes ces années, j'ai cru Karen. Je me suis tenu à ses côtés quand j'aurais dû. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Une part de moi voulait l'ignorer, la punir pour chaque regard froid, chaque soupçon, chaque fois qu'elle avait choisi le sang plutôt que la vérité. Mais j'ai pensé à grand-mère,
à sa force tranquille, à sa patience. Vous ne saviez pas, ai-je dit enfin. Karen a trompé tout le monde. Ça n'excuse rien. Non, c'est vrai. J'ai croisé son regard. Mais j'en ai assez des rancunes. J'ai vu ce que l'amertume a fait à Karen. Je ne veux pas de ça pour moi. Le visage de Patricia s'est décomposé. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il y a une chance qu'on reparte à zéro? Je sais que je ne le mérite pas, mais... Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Peut-être, mais cela prendra du temps. Elle a hoché la tête précipitamment. Du temps? Oui, bien sûr. Tout ce qu'il te faudra. Je suis monté dans l'ascenseur. Patricia n'a pas suivi. Alors que les portes se fermaient, j'ai aperçu une dernière fois Karen dans le couloir. Victoria lui parlait, mais Karen n'écoutait pas. Elle me fixait. Pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose dans ses yeux. Du regret, de la honte, ou juste de la colère de s'être fait prendre. Les portes se sont fermées avant que je ne puisse me décider. Cela n'avait plus d'importance. Les retombées ont été rapides et impitoyables. Moins d'une semaine après la médiation, la nouvelle s'est répandue dans les cercles d'élite de Hartford. Personne n'avait eu besoin de faire fuiter les vidéos. Les gens présents dans cette salle d'audience ont parlé, et cela a suffi. Karen a démissionné de ses postes à la Fondation des femmes de Hartford et au Conseil auxiliaire de l'hôpital pour enfants. Les deux organisations ont publié des communiqués soigneusement rédigés sur la recherche de nouvelles directions de leadership. Tout le monde savait ce que cela signifiait réellement. Son adhésion au country club a été suspendue en attendant un examen. Traduction, ne revenez pas. Les amis du déjeuner de charité, qui s'étaient ralliés à sa cause, sont soudain devenus injoignables. Les invitations ont cessé. Le journaliste local compatissant, qui avait couvert sa campagne de sensibilisation aux abus envers les personnes âgées, a écrit un article de suivi très différent. Et Richard. Richard a demandé le divorce 3 semaines plus tard. Les papiers citaient des différends irréconciliables, mais la vérité a fuité par son avocat, il s'éloignait de toute responsabilité pénale potentielle. Il était marié à Karen depuis 12 ans et prétendait n'avoir jamais connu l'ampleur de ses manipulations financières. Je ne le croyais pas tout à fait, mais cela m'était égal. Harold m'appelait tous les 2 jours pour me tenir au courant, que je le lui demande ou non. Karen essaie de vendre des propriétés, a-t-il rapporté un après-midi. On dirait que les créanciers tournent autour. Quels créanciers? Les dettes de jeu de Richard. Il s'avère qu'elle les couvrait avec l'argent de ta grand-mère. Maintenant que l'argent n'est plus là. J'y ai réfléchi. Karen avait passé des années à voler grand-mère pour soutenir un train de vie bâti sur des mensonges. Maintenant, tout le château de cartes s'écroulait. Devrais-je me sentir désolé pour elle, ai-je demandé. Harold est resté silencieux un moment. Ce n'est pas vraiment une question juridique, mademoiselle Marshall. Non, ce n'en était pas une. Mais en me tenant dans le jardin de ma grand-mère, à regarder les fleurs de printemps percer le sol, j'ai réalisé que je ne me sentais pas du tout désolé pour elle. Je me sentais libre. Un mois après la médiation, je suis retourné dans la pièce cachée. Il y avait encore tant de choses que je n'avais pas explorées. Des classeurs pleins de documents, des albums photos, des lettres. Grand-mère avait tout gardé. Je triais un tiroir quand j'ai trouvé un autre dossier. Celui-ci portait simplement l'étiquette, à propos de Karen, la vérité. À l'intérieur se trouvait un seul fichier vidéo. J'ai hésité. Une part de moi avait l'impression d'en avoir assez vu. Une autre savait que ce n'était pas le cas. J'ai cliqué sur lecture. Grand-mère est apparue à l'écran, paraissant plus âgée que dans les autres vidéos. C'était récent, peut-être quelques mois seulement avant sa mort. Mila, a-t-elle commencé? Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit sur la raison du départ de Karen. Mon souffle s'est coupé. Tu avais 7 ans. Karen avait rencontré Richard. Il était riche à l'époque, ou du moins il semblait l'être. Il ne voulait pas élever l'enfant d'un autre homme. Je connaissais cette partie, du moins je le pensais. Mais ce n'était pas la vraie raison. La voix de grand-mère tremblait. La vraie raison, c'est que Karen m'a dit que tu gâchais sa vie. Que si elle n'était pas tombée enceinte à 25 ans, elle aurait pu être quelqu'un, faire quelque chose.
Les mots ont frappé comme des coups physiques. Elle voulait te laisser avec moi, mais elle voulait une compensation. Grand-mère a ri amèrement. Ma propre fille m'a demandé de la payer pour qu'elle abandonne son enfant. Je ne pouvais plus respirer. J'ai accepté. Je lui ai payé 50 000 $, et j'ai juré que je ne te le dirai jamais. Des larmes coulaient sur les joues de grand-mère. Mais tu mérites la vérité, Mila. Karen ne t'a pas seulement abandonné. Elle t'a vendu. La vidéo s'est terminée. Je suis resté assise dans le silence de cette pièce cachée, traitant ce que je venais d'apprendre. Ma mère ne m'avait pas seulement laissé derrière elle. Elle m'avait littéralement mis un prix, et grand-mère avait payé pour me garder. 2 semaines plus tard, tante Patricia est venue me voir. J'étais dans le jardin de grand-mère, en train d'arracher les mauvaises herbes des parterres de roses. Le soleil de printemps était chaud sur mon visage, et pour la première fois en près de 2 ans, je ressentais quelque chose comme de la paix. La voiture de Patricia est entrée dans l'allée. Elle est sortie lentement, tenant une petite boîte. Mila, as-tu une minute? Je me suis levé, époussetant la terre sur mes genoux. Bien sûr. Nous nous sommes assises sur la terrasse, un thé glacé à la main. Patricia ne cessait de toucher la boîte sur ses genoux, comme si elle risquait de s'échapper si elle la lâchait. J'ai besoin de te dire quelque chose, a-t-elle fini par dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. D'accord. Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une liasse d'enveloppes jaunies par le temps. Peut-être 30 ou 40. Ce sont des chèques, a dit Patricia doucement. De ma part pour ta grand-mère, chaque mois pendant 20 ans. Je l'ai fixé intensément. Je ne comprends pas. Quand Karen t'a laissé avec maman, je savais. Je savais que Karen n'enverrait jamais d'argent pour aider à t'élever. Alors, je l'ai fait. Elle a sorti une enveloppe, m'a montré le chèque à l'intérieur, 200 $, daté de 1998. Je ne l'ai jamais dit à personne. Pas même Karen. Ta grand-mère ne savait même pas de qui ça venait au début. Je les ai envoyés anonymement pendant les 5 premières années. Mais pourquoi? Les yeux de Patricia se sont remplis de larmes. Parce que tu avais 7 ans et que ta mère venait de t'abandonner. Et je ne pouvais rien faire pour arrêter Karen. Mais je pouvais faire ça. J'ai regardé la boîte d'enveloppe. 20 ans de soutien discret. 20 ans d'amour silencieux de la part d'une femme que je pensais avoir choisi Karen plutôt que moi. Grand-mère ne me l'a jamais dit. Elle a fini par le découvrir, mais je lui ai demandé de garder le secret. Je ne voulais pas que Karen le sache. Parfois, la famille vous surprend. 3 mois après la médiation, la lettre de Karen est arrivée. Une enveloppe blanche toute simple, sans adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement, cette même écriture bouclée qui signait mes cartes d'anniversaire d'enfance, à l'époque où elle prétendait encore être une mère. Je l'ai ouverte en me tenant au comptoir de la cuisine. Mila, je sais que je ne mérite pas de t'écrire, mais je n'ai plus personne. Richard est parti. Mes amis ne me parlent plus. Patricia ne répond plus à mes appels depuis des semaines. Je ne t'écris pas pour me trouver des excuses. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait du mal à maman, mais je suis toujours ta mère. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose? Je veux juste parler, expliquer, arranger les choses, si c'est seulement possible. S'il te plaît, Mila, je n'ai plus rien. Je n'ai plus que toi. Karen. Je l'ai lu 3 fois. Puis, je me suis assise au bureau de grand-mère et j'ai rédigé ma réponse. Karen, j'ai bien reçu ta lettre. J'ai bien réfléchi à ce que je devais te répondre. Tu as raison de dire que tu ne mérites pas de m'écrire. Tu as aussi raison de dire que tu nous as fait du mal, à grand-mère et à moi, d'une manière qui ne pourra jamais être réparée. Mais voici ce sur quoi tu as tort, tu n'es pas ma mère. Pas d'une manière qui compte. Tu as renoncé à ce titre il y a 22 ans, quand tu m'as échangé contre 50 000 $. Oui, je suis au courant maintenant. Je ne te hais pas. La haine demande de l'énergie, et j'en ai déjà assez gaspillé pour toi. Mais je n'ai rien non plus à te donner. S'il te plaît, ne me contacte plus. Mila. J'ai scellé l'enveloppe, j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres et je l'ai envoyée. Puis, je suis retourné au jardin, et j'ai continué à planter.
Certaines racines doivent être coupées pour que d'autres puissent pousser. 6 mois plus tard, le jardin d'Éléanore a ouvert ses portes. Je l'ai nommé ainsi d'après le deuxième prénom de ma grand-mère, le prénom que j'avais toujours aimé, celui qu'elle m'avait demandé d'utiliser si jamais je voulais l'honorer. L'aile du manoir est devenue un centre communautaire. Les vastes terrains sont devenus un jardin pédagogique. Chaque samedi matin, des enfants des quartiers défavorisés de Hartford viennent pour apprendre à connaître les plantes, apprendre la patience, et apprendre à faire pousser quelque chose de beau à partir de rien d'autre que de la terre et de la lumière. Tante Patricia a aidé pour la cérémonie d'inauguration. Elle venait chaque week-end désormais, avec hésitation au début, puis avec plus d'assurance. Nous n'étions pas comme avant, mais nous construisions quelque chose de nouveau. Je me tenais dans le jardin cet après-midi-là, en train de regarder un groupe d'enfants de 8 ans se disputer pour savoir qui allait arroser les tomates. Leur rire résonnait contre les vieux murs de briques. Mon téléphone a vibré. Un email de mon ancien cabinet, nous aimerions discuter de votre retour parmi nous, poste de direction, choix de vos projets. J'ai souri et j'ai répondu, merci, mais j'ai trouvé mon projet. Plus tard dans la soirée, je me suis tenu devant le portrait de grand-mère dans le hall principal. La peinture était là depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Margaret Eleanor Marshall, à l'âge de 60 ans, immortalisée à l'huile sur toile. Je comprends maintenant, ai-je dit doucement. Tu ne m'as pas laissé une maison. Tu m'as laissé un commencement. J'ai pensé à tout ce qu'elle avait enduré, l'argent volé, les menaces, la fille qui ne la voyait que comme une source de revenus. Et à travers tout cela, elle m'avait protégé, m'avait préparé, m'avait aimé. Je vais faire en sorte que cet endroit compte, lui ai-je promis. Pour les enfants qui ont besoin d'un endroit où appartenir, comme j'en ai eu besoin. Le portrait n'a pas répondu, mais je jure que, juste un instant, ses yeux peints ont semblé plus chaleureux. Le printemps est revenu sur les terres du manoir. Le jardin est en pleine floraison, des roses, des tulipes, et cette lavande violette que grand-mère aimait tant. Les enfants courent dans les allées chaque week-end, leurs petites mains sales de terre, leurs visages illuminés par la découverte. J'ai beaucoup appris au cours des 2 dernières années, sur la famille, sur la trahison, sur la différence entre les gens qui partagent votre sang et les gens qui sont réellement présents pour vous. Voici ce que je sais aujourd'hui, tous ceux qui se disent famille ne vous traiteront pas comme tel. Certaines personnes voient l'amour comme une transaction, quelque chose à exploiter, quelque chose à échanger. Ils prendront et prendront encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, puis vous blâmeront quand le puits sera sec. Cela ne signifie pas que vous êtes indigne d'amour. Cela signifie qu'ils étaient incapables d'en donner. Grand-mère avait compris qu'elle ne pouvait pas changer Karen. Elle ne pouvait pas transformer sa fille en une personne différente. Mais elle pouvait me protéger des retombées. Elle pouvait me laisser des preuves, la vérité, et les ressources pour construire quelque chose de significatif. Elle pouvait m'aimer comme je mérite d'être aimé. Et au final, c'est ce que je transmets. Chaque enfant qui franchit les portes de ce jardin apprend la même leçon, on peut faire pousser quelque chose de beau, même dans une terre brisée. Si vous avez déjà eu à poser des limites avec quelqu'un qui aurait dû mieux vous aimer, ou si vous cherchez encore comment faire, j'aimerais entendre votre histoire. Partagez-la dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul et votre expérience compte. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Souvenez-vous, vous n'avez besoin de vaincre personne pour gagner. Parfois, gagner signifie simplement se retrouver soi-même. On se retrouve dans la prochaine histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Et si vous avez soif d'autres drames familiaux, allez voir les vidéos en lien dans la description. Chacune contient des leçons qui méritent d'être emportées avec vous. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous.